Le grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauni. Chenni Beri Sigeka Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu du forum de la presse de ce vendredi, plusieurs sujets qui ont particulièrement retenu l'attention cette semaine. Parmi l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, la situation sécuritaire avec la mort d'un chef militaire d'Al-Qaïda au Maghreb islamique lors d'une opération des forces françaises, sans oublier les affrontements intercommunautaires dans la région de Ménaka et l'attaque d'un poste de gendarmerie dans la commune de Kémassina, région de Ségou. Enfin, nous parlerons santé, puisque des cas de méningite ont été enregistrés dans la commune de Wélé-Sébougou avec 6 décès en moins de 2 semaines. Nos invités sont au nombre de 4. Et il y a Tandina qui est journaliste à Tombouctou. Dans ce studio, Abdoulaye Diakité de Malijet, Maman Sissé du groupe de presse Renouveau et Bouakar Pagnitao de l'Indépendance. Cette émission vous est présentée par Seydou Foma. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Le premier sujet que nous allons aborder, que nous abordons déjà dans le forum de la presse de ce vendredi, c'est l'audience de confirmation des charges dans l'affaire dite Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. C'était à la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. C'est une affaire à laquelle vous, les médias maliens, se sont donc particulièrement intéressés. Que pensez-vous du déroulement de cette audience de confirmation des charges? À vous la question en premier lieu, Abdoulaye Diakité de Malijet. Bon, je dis bonsoir à tous les auditeurs qui sont à l'écoute présentement. Alors, c'est déjà, me concernant, je pense que c'est déjà une victoire. Le fait pour la CPI de juger quelqu'un qui a commis des crimes de destruction de mausolées, c'est déjà une victoire. Et on souhaite que ça ne soit pas seulement ce monsieur-là, ça ne s'arrête pas à ce monsieur. Il y a beaucoup de criminels qui sont encore au nord du Mali, dans la nature. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Il faut que tout le monde puisse répondre à ses responsabilités, tôt ou tard. Donc, je me réjouis de ce qui est arrivé, de l'ouverture de cette audience-là, et que Studio Tamani est en train de couvrir en temps réel, je crois. Donc, c'est une bonne chose. Et les victimes ont besoin que justice soit faite. Et nous sommes sur cette dynamique. Maman Sissé du groupe de presse Renouveau. Moi, je pense qu'il faut d'abord situer son interpellation à la CPI dans son contexte, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État malien qui aurait dû être au devant de la scène et qui, en tout cas, qui est en train de travailler. On a vu que Al-Faki a été arrêté au Niger. Il a été emprisonné au Niger avant son transfert à la CPI. Ça, c'est une précision de détail. Et cela veut dire qu'il y a un problème. Au niveau national, on a l'impression que les autorités maliennes ne sont pas prêtes pour le moment à engager des poursuites judiciaires contre ceux qui ont occupé le nord du Mali, que ce soit les djihadistes ou les autres. Et je pense qu'à un moment donné, l'action judiciaire qui avait été lancée, les mandats d'arrêt, aujourd'hui, il faut les rétablir parce que tout simplement, nous sommes à un tournant où les gens qui étaient à côté des djihadistes, au niveau local d'abord, il fallait aujourd'hui travailler à répertorier ces gens et punir ceux qui d'abord au niveau national on peut punir et peut-être passer par la CPI. Vous voyez des gens comme Yak Dagali et autres qui sont dans la nature aujourd'hui, tout comme Al-Faki, qui c'est vrai, il a joué un rôle déterminant parce qu'il connaît la ville, et il connaît les mœurs, et il a profité de ça. Et il était celui qui était très proche d'abord des populations parce qu'il connaît les réalités. Donc, au-delà de Al-Faki, tous ceux qui étaient là, qui ont commis ça, devaient être à la CPI pour être jugés.
Bouakar Paintao du journal Indépendant. Bon, moi, je commencerai mes propos par d'abord remercier le studio Tamani. Mais bon, moi, à travers cette audience, moi, j'ai une lecture un peu différente de celle de mes deux confrères. Parce que moi, ce que moi je déplore, c'est que le bouquin, c'est-à-dire que la communication qu'on a fait autour de la chose, c'est-à-dire c'est une bonne chose qu'il soit jugé. Parce qu'à un moment donné, il s'est attaqué à des édifices vraiment dont la valeur est reconnue internationalement. Mais la communication qu'on a fait autour de la chose, est-ce que ça ne veut pas cacher quelque chose? C'est-à-dire que on se rappelle, dans un passé très proche, la CPI a fait vraiment un échec à travers le procès de Gbagbo. Pas une manière pour la CPI de redorer son blason. C'est ce angle-là que moi je vois. Alors vous parlez, M. Paintao, de beaucoup de bouquins, mais dites, après tout, je crois que c'est un événement qui retient l'attention parce que c'est après tout une première au niveau de la CPI. Oui, bon, une première. Qu'est-ce qu'on reproche à la personne? Au-delà de cet aspect, moi je vois, pourquoi tout ça? Parce que ce sont ces questionnements que je me pose en tant qu'observateur. Oui, mais acceptez que c'est important quand même qu'il soit déjà devant. C'est important, mais est-ce que ça vaut le coup, ça vaut le coup qu'on le fasse à coup de que tout ce folklore, parce que tout simplement il y a des gens, je crois qu'il y a des gens qui ont commis des crimes pires que ça. On n'a pas, c'est-à-dire ils ont été jugés c'est-à-dire que pas de tambour ni voilà. Je voulais. Mais Paintao, je crois que les mausolées, ce ne sont pas les seuls crimes reprochés. Après tout, il y a les organisations de défense des droits de l'homme qui demandent à ce que les charges soient élargies à d'autres crimes qui auraient été commis par ces messieurs. Donc, je crois qu'il n'y a rien à minimiser ici. Non, quand vous dites qu'il y a des gens qui demandent à ce que les charges soient élargies, ça veut dire que pour un départ, ces charges-là n'ont pas été prises en compte. Voilà. Puisqu'il y a des enquêtes en cours sur le terrain. Bon, non, je ne suis pas en train de blanchir le monsieur. C'est-à-dire qu'il a fait pire, c'est une très bonne chose qu'on le juge. Mais la communication qu'on fait autour de la chose, je trouve ça un peu chaud. Voilà. Ça, c'est la lecture que je fais de la chose. Sinon, c'est une bonne chose, vraiment. Voilà. Mais la communication qu'on fait autour de la chose, c'est pour cacher quelque chose, quelque part, l'échec de la CPI par rapport au jugement de Gbagbo. Alors, nous nous rendons à Tombouctou, se trouve Yaya Tandina qui est donc journaliste sur place. Alors, Yaya Tandina, dites-nous, à Tombouctou, on a suivi certainement de très près l'audience et de confirmation des charges dans l'affaire Al-Faki. Oui, effectivement, avant de commencer, je voudrais dire bonsoir à tous mes confrères qui sont actuellement là-bas dans le studio. À Tombouctou, c'est une autre lecture. Effectivement, c'est suivi quand même, mais il faudrait retenir que depuis les premiers jours, quand ils ont commencé la profanation, les Tombouctoutiens se sont réunis à Dieu. C'est tout simplement celui qui a permis la construction et qui aujourd'hui, certains se permettent de les détruire à lieu d'apporter justice. Et je crois que justice a été faite quand la communauté internationale s'est plus impliquée que le gouvernement malien même, quand on a vu la directrice de l'UNESCO par 2 fois venir à Tombouctou. Elle était venue une première fois avec Hollande et une seconde fois plus récemment avec la sacralisation. Donc cela prouve à suffisance que ce phénomène n'est pas seulement de Tombouctou, n'est pas seulement pour Tombouctou ou pour le Mali, mais c'est le monde entier qui doit se réserver. Mohamed Al-Faki soit jugé comme tant d'autres par la destruction des édifices culturels. Aussi est condamnable partout. Mais une chose est sûre, effectivement, que les gens diront qu'on est en train aussi de chercher à le blanchir, mais loin de là. Moi, je crois qu'on devrait commencer par ceux-là qui ont déjà commencé à brûler le Coran. Donc, ça, c'est des choses qui ont touché plus les Tombouctiens
plus que quand un édifice culturel. Cet édifice, d'ailleurs, c'est un manque de communication qui a fait que les guerres à l'époque ont détruit. Sinon, c'est bien compréhensif. On a la même vision des faits. C'est que mausolée ne peut pas dépasser, comment une tombe ne doit pas dépasser les 25 cm. Mais identifier un grand personnage, ça se voit avec la tombe du prophète Mohamed et tous ses califes. On s'est vu à la Mecque, à travers des mausolées. Donc, cela n'a jamais été condamné. Mais qu'on détruise ou bien qu'on brûle le Coran, ça c'est la chose la plus grave. C'est ces auteurs-là qu'on doit commencer à juger d'abord avant de commencer par... Je ne dirais pas que ce n'est pas une bonne affaire, quelqu'un qui soit jugé pour avoir détruit des édifices culturels. Mais quand même, la Cour pénale internationale devrait commencer par ce sujet-là d'ailleurs. Alors, dites-nous, M. Tandina, est-ce à dire que vous pensez que ces enquêtes qui sont en cours, ces arrestations ont un caractère sélectif? Puisque vous dites qu'il y a d'autres qui ont commis pire, qui n'ont pas été arrêtés. Pour arrêter quelqu'un, il faut l'avoir d'abord sous la main, n'est-ce pas? Pour pouvoir le juger, il faut l'avoir arrêté. Alors, je pense que si celui-là a été arrêté, il est jugé. Je crois qu'il y a une logique. Non, il y a bel et bien une logique, comme j'ai dit. Moi, je ne sais pas ce qu'Ahmed El-Fatou a fait, mais de toute façon, ceux qui le savent, ils savaient quand même à son dessus. Il était un grand personnage dans sa ville. Je savais qu'il jouait un grand rôle. Moi, j'ai filmé la plupart de la destruction de ces mausolées. J'étais à ses côtés. Ensuite, je sais que c'est l'un des plus grands interprètes aussi, très éloquent. Il a joué un grand rôle. Mais je ne dis pas que moi, j'ai dit que ce procès, on pouvait faire d'autres procès avant la destruction de ces édifices. Si on avait jugé les premiers qui ont brûlé peut-être le Coran ou bien qui ont parlé autrement de notre prophète. Mais Tandina, mais n'empêche que ce procès a bien son sens quand même. Non, ce procès a bien son sens. La preuve, c'est que les Tombouctiens sont en train de le suivre de près. On voit que maintenant, qu'est-ce que ça va donner. Alors, retour dans ce studio pour demander à vous, Abdoulaye Diakité de Malijet, comment est-ce que vous voyez la suite des événements à la CPI? Bon, je crois que on est bien parti, si je peux le dire ainsi, puisque le premier coupable est sous la main désormais. Alors, ça va permettre de découvrir d'autres vérités de la chose. Et en même temps, l'enquête continue et je lisais tout à l'heure une interview que votre envoyé spécial a réalisée avec la procureure Fatou Bensouda. Et je me réjouis du fait qu'elle ait dit que l'enquête n'épargnera aucun criminel. Donc tous ceux qui ont commis des crimes au nord du Mali, ils seront traqués, arrêtés et jugés. Et là, c'est un bon signal parce que ce soit les mandats d'arrêt qui ont été levés par la justice malienne ou que ce soit les terroristes, la CPI est là pour traquer tous les criminels. Et Fatou Bensouda a bien précisé que si les enquêtes prouvent que ceux dont les mandats ont été levés par la justice malienne, si les enquêtes prouvent qu'ils ont des responsabilités dans les crimes commis au nord du Mali, ils seront arrêtés. Et en même temps, les terroristes, c'est quand tu parviens à arrêter un d'entre eux que tu peux les juger. Et n'étant pas sous la main, il faut les traquer, il faut les chercher, les arrêter avant de les extrader à la CPI. Donc, je crois que on est bien parti. Et c'est l'État malien qui a invité la CPI à venir enquêter. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais pas sur ce sujet. Oui, sur tout ce qui a été fait au nord du Mali pendant l'occupation. Que ce soit par les djihadistes ou que ce soit par les ralliés groupes rebelles, l'État malien a fait appel à la CPI pour enquêter sur les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu au nord du Mali pendant l'occupation. Et là,
il n'y a pas de distinction, que ce soit terroriste ou ce que vous appelez ex-rebelle. Celui dont la responsabilité sera établie, il faut qu'il réponde de ses responsabilités. Et là, on commence par celui qui est sous la main. Voilà. Le studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le forum de la presse avec 4 journalistes, Yaya Tandina à Tombouctou, il est journaliste, Abdoulaye Diakité de Malijet, Maman Cissé du groupe de presse Renouveau, Boubacar Paintao du journal L'Indépendant. Nous allons donc continuer avec le premier volet, à savoir l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Al-Faki. Alors, nous avons entendu Abdoulaye Diakité, maintenant vous, Maman Cissé, et la suite des événements, votre perception. La suite, c'est que d'abord, on a reconnu que ce sont des crimes contre l'humanité. Moi, c'est à ce niveau que je pense qu'il y a espoir. Il y a espoir du moment où, au niveau international, il y a une mobilisation. Et je ne suis pas du même avis qu'Ablaï qui pense que l'État malien, c'est pas vrai. L'État malien a un schéma aujourd'hui qui ne lui permet pas de s'afficher dans ces genres de dossiers parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle la réelle politique. C'est-à-dire que l'État malien ne peut pas intervenir dans ce dossier aujourd'hui. C'est l'UNESCO et la communauté internationale, les organisations de droits de l'homme qui sont en train de travailler. Par moi, ce que j'aurais aimé, c'est que les terroristes qui sont dans les autres pays, des pays reconnus, des pays connus pour être des réservoirs de terroristes, et qui sont amis avec le Mali, qu'aujourd'hui l'État malien demande à ces pays de livrer ces terroristes et de parvenir à les transférer ou bien les juger. Moi, c'est à ce niveau que je dis. Qui sont ces terroristes, par exemple, dans un pays que vous connaissez? Je vous donne un exemple. Récemment, un terroriste qui était de la même trempe qu'Al-Faki, comme mon grand frère Yetandina vient de le dire. Ils étaient des grands interprètes au niveau de Tombouctou. Sanda Ouloubouma, il a été libéré dans des conditions que nous connaissons. C'est ça, moi, à mon niveau, c'est à ce niveau qu'il y a problème. C'est-à-dire, au nom de la paix et de la réconciliation, l'État malien est en train de baisser les bras, alors qu'on aurait dû passer par des schémas. C'est-à-dire, si c'est vrai ce que vous avez dit, l'État malien, c'est vrai, a fait appel à la CPI. Mais reconnaissez qu'aujourd'hui, si Al-Faki a été arrêté, il a été arrêté au Niger. C'est ce pays-là qui s'est impliqué, a complété avec l'UNESCO pour qu'on puisse s'intéresser sérieusement à ce dossier. Bon. Sinon, le lobby de l'État malien n'est pas allé au-delà de Koulouba. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est d'où l'intérêt de la CPI. Parce que la CPI vient... par exemple, pallier aux insuffisances de la justice nationale. Okay, d'accord. Lorsque, au niveau de la justice nationale, il y a des insuffisances qui font que tel ou tel criminel n'a pu être arrêté pour répondre de ses actes, c'est la CPI qui a encore des marges de manœuvre qui vient en appui. Dans un pays où on libère tous les jours des terroristes, c'est-à-dire, ne me dis pas que... Maman, vous exagérez un peu, pas tous les jours quand même. Que la justice malienne libère des terroristes, cela ne veut pas dire que ces terroristes sont à l'abri à 100%. Ces terroristes peuvent être transférés encore à la CPI pour être jugés. Un cas, bon, ça va venir. Ça va venir. Non, je comprends votre position. Moi aussi, j'aurais aimé que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que... moi, ce qui m'inquiète, c'est la légèreté laquelle l'État malien... Vas-y. Nous allons donner la parole à vous, Boubacar Paintao de l'Indépendant. La précision que moi j'aimerais apporter, c'est qu'ils ont été libérés au nom de la réconciliation et de la paix au Mali. C'est-à-dire que les mandats ont été suspendus pour le moment, en attendant de voir clair. Donc, il a été établi, tous ceux qui sont impliqués dans les crimes contre l'humanité, et à un moment donné ou à un autre, on peut les... Quelle garantie pour dire que tous ces gens qui ont été libérés, qui sont dans la nature, qui sont dans les secrets de Dieu, on ne peut pas lire dans les secrets de Dieu. Il n'y a aucun secret de Dieu ici. Il y a un secret des hommes. Entre les secrets des hommes... Non, écoutez-moi bien, on va se comprendre. J'ai d'abord la parole parce que vous allez... Quand tu dis
on ne sait pas quand est-ce qu'on va les juger. Ça, c'est lire dans la secret de Dieu. Mais ce qui est sûr, ce qui a été établi aujourd'hui, c'est que dans les jours à venir, ceux qui seront impliqués dans les crimes vont répondre de ces crimes. Vous n'avez aucune garantie parce que je ne vois pas de signes. Les signes, c'est que moi, j'ai été très clair. J'ai dit, au nom de l'accord, l'État malien est en train de libérer. Mais on ne doit pas libérer tout le monde. Il y a des gens qu'on ne libère pas. On ne libère pas. Mais c'est des présumés, c'est des présumés. Libre dans la gestion de ces dossiers. Justement, Seydou Fomba, l'État n'a pas les mains libres et il faut qu'il arrive à un moment où... Mais c'est des présumés coupables jusqu'au... Il faut qu'il arrive à un moment où l'État malien, les mains libres, pour d'abord juger ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent même pas être à la CPI, ils peuvent être jugés bel et bien par nos tribunaux. Alors, nous allons donner la parole à Yaya Tandina, qui est donc journaliste à Tombouctou. Monsieur Tandina, après Al-Faki, qu'est-ce qui pourra se passer? Est-ce que d'autres djihadistes, d'autres criminels ne pourront pas se retrouver devant la CPI? Non, c'est fort possible. Effectivement, c'est-à-dire en voyant même la démarche du Mali dans un premier temps, tout ceci faisait partie de cela à qui l'État malien même a accordé grâce, afin de leur permettre à la paix de pouvoir s'instaurer. Ceci étant, l'arrestation d'Al-Faki va certainement permettre également de mettre la main sur d'autres leaders. Ça, c'est sûr. Maintenant, il s'agit pour nous de voir quelle est aujourd'hui la partie jouée par l'État. Effectivement, l'État malien ne peut pas s'investir quand on sait déjà que c'est lui qui est en train de prôner la paix. Et nous savons qu'à un moment donné, tous ces groupes se sont fusionnés. Finalement, on ne savait pas qui était séparatiste, qui était djihadiste. Donc, à tel point que maintenant que l'État parle de nos pères, il est obligé de laisser l'affaire dans une tierce main, comme la CPI, afin de pouvoir bien gérer la chose. Et vous voyez, quand je vous dis, par exemple, l'arrestation de Ahmed El-Faki au Niger, c'est bien le travail de la police malienne et du Niger ont assez travaillé pour pouvoir mettre la main, pour parler d'Interpol, et ensuite transmettre. L'État malien a eu un rôle, et c'est l'État malien qui la démarche en demandant tout simplement à la CPI de juger tous ceux qui ont commis des crimes au nord du Mali en 2012. Donc, ceci étant, que ce soit des crimes contre les édifices culturels, des crimes de guerre, ou autre chose, de toute façon, on s'attend quand même que d'autres leaders soient arrêtés. Donc, je crois que c'est une affaire à suivre. Nous sommes sereins et nous allons suivre des presse et que ça va donner ce que la suite va donner. Alors, nous allons à présent aborder le second volet de cette émission, à savoir la situation sécuritaire. Abou Al-Nour, c'est le nom d'un des chefs militaires d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a été, dit-on, tué lors d'une opération de forces françaises dans le nord du Mali. Il dirigeait une katiba sur place au nord de Tombouctou. Un autre chef terroriste aurait été tué, cette fois-ci près de Gao. Abou Doujana Al-Qassimi, le porte-parole d'Al-Mourabitoun, aurait lui échappé au raid français. Alors la traque antiterroriste continue vraiment de plus belle, non? Vous, Diakité Abdoulaye de Malijet? Oui, on s'en réjouit par rapport à ces résultats parce que depuis un certain temps, les forces françaises étaient sous le feu des critiques. Et beaucoup se plaignaient du fait qu'à 10 km de Tombouctou, déjà, il n'y avait plus de sécurité, que la sécurité relevait de Hakimi. Et je crois que ça a dû sonner un peu la conscience des Barkhane. Et aujourd'hui, si des chefs terroristes sont tués, c'est une bonne chose. Ça participe à un apaisement de la situation dans le nord. Et surtout, en un moment donné, vous avez vu le Gatia qui a fortement critiqué les éléments de Barkhane à un moment donné au niveau de Ménaka, et qui avait accusé Barkhane de tirer sur ces éléments et de laisser les gens de Hakimi. Donc on peut s'en réjouir. On suppose que
petit à petit, les choses vont commencer à bouger et que la sécurité va revenir dans le nord d'une manière générale. Donc c'est une bonne chose et il faut renforcer encore cette dynamique-là et continuer, ne pas lâcher, mettre davantage la pression sur ces groupes terroristes et afin que la paix puisse revenir au Mali. Et parce que tant que ces groupes terroristes ne vont pas être affaiblis, personne n'est à l'abri, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, personne ne sera à l'abri. Ils peuvent toujours opérer. Donc c'est bien de les affaiblir. Ouais. Maman Cissé, groupe Presse Renouveau. Moi je pense que Barkhane n'avait pas le choix, il fallait le faire. Et sinon, Barkhane n'a pas sa raison d'être, d'autant plus que quand les terroristes vont finir avec l'aménagement, l'armée malienne, ils vont sûrement s'attaquer à Barkhane ou ils ne finiront même pas, ils vont s'attaquer prochainement à Barkhane. Barkhane n'a pas le choix et pense que ça participe de sa mission qui est de lutter contre le terrorisme. Maintenant, est-ce que dans ces différentes opérations, l'armée malienne a été sollicitée? Moi, j'aurais aimé que dans ce genre d'opération, que Barkhane s'associe à l'armée malienne, parce que, qu'on le veut ou pas, désormais, c'est l'armée malienne qui va être maîtresse du terrain. Donc, il faut permettre à l'armée malienne aussi de plus en plus de participer à ces actions terroristes et peut-être de profiter de l'expertise de Barkhane et de profiter aussi pour s'étaler sur le reste du terrain. À mon humble avis, c'est à ce niveau que Barkhane pourrait nous dire... et puis, ça participe aussi d'une question de crédibilité, quoi. C'est-à-dire que Barkhane Sen ne peut pas continuer à nous dire, bon, écoutez, chaque jour, tu es tel ou tel terroriste. Il faut qu'il y ait un témoin. Et peut-être l'armée malienne, le témoin est privilégié dans ce genre d'opération. Wakar Paintao de l'Indépendant. Bon, c'est des sujets trop sensibles, mais moi, si réellement ça a été fait au nom de la lutte contre le terrorisme, vraiment bravo. Mais vous savez que la situation au Mali, elle est trop complexe. Elle est trop complexe parce qu'on a tué un terroriste. Moi, la question que je me pose, quelle est la différence entre un terroriste et, par exemple, quelqu'un du MNLA? Parce que c'est le système de vase communicant. Demain, ils sont MNLA, après-demain, ils sont terroristes. Maintenant, moi, la question que je me pose, est-ce que les éléments qui refusent certainement de faire la politique de la France sont abattus? Bon, c'est comme ça que je vois la situation. Yaya Tandina à Tombouctou, dites-nous la mort d'Abou Al-Nour, qui est donc l'un des chefs militaires d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, la mort d'un second chef, un autre chef, par les forces françaises. Comment est-ce qu'on ressent cela chez vous là-bas à Tombouctou? Bon, à Tombouctou, cela se justifie parce que d'abord Barkhane est la seule force qui n'a qu'une mission principale, c'est la traque au terrorisme. Et quand on voit l'armée malienne, elle doit faire face à tous les fronts, la guerre contre les terroristes, contre les bandits, contre tous ceux qui peuvent faire face à l'intégrité territoriale. Voilà, donc, par contre, quand on voit la MINUSMA, elle est là pour la stabilisation, pour imposer un peu la paix, ainsi de suite. Donc, moi, je crois que c'est la mission régalienne aujourd'hui de Barkhane, passée par la traque des terroristes. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout quand on sait que déjà il y a d'autres figures qui sont là, qui tournent tout autour. Et j'ai dit que rien n'est fait, mais c'est une équipe de moins seulement. Mais en réalité, on s'attend beaucoup à ce qu'on mette la main sur d'autres leaders qui sont en train de tourner tout autour de la région. Et ce sont ceux qui ont l'influence également sur Amadou Koumfa, qui au centre effectivement pose aussi ses actes, qui ont la main également sur l'IAD, qui crée aussi, qui mène ses opérations aussi de l'autre côté. Je crois que ces leaders sont là en train de tourner, mais c'est une bonne chose aussi qu'il y a une équipe de main. Studio Tamani, il sera 18h45 dans moins de 30 secondes. Nous allons donc observer notre seconde pause avant de poursuivre ce débat. Une réaction, un avis, Un commentaire, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
La situation sécuritaire, c'est le volet que nous avons abordé en deuxième position après le début de cette émission. Alors, nous allons poursuivre avec cette thématique et nous allons à présent parler d'affrontements. Alors, des affrontements qui ont donc opposé deux communautés cette semaine à Taga. Dans la région de Ménaka, on parle d'une centaine de morts. C'est vraiment bien grave, Abdoulaye Diakité. Je crois que c'est pas la première fois qu'il y ait ce genre d'affrontement à Ménaka. Mais c'est un bilan qui est très lourd. C'est un bilan qui est quand même très lourd et regrettable. Je ne sais pas pourquoi, au moment où nous sommes dans cette dynamique de paix, comment on peut se retrouver encore dans ce genre de situation. Il s'agit de tirer tous les enseignements, de situer les responsabilités et de sévir. Parce que sans mort, dans des problèmes de ce genre, je crois que c'est vraiment trop. Chacun va essayer de se justifier, mais je crois que ça ne vaut pas le coup d'arriver jusqu'à ce niveau. Encore que les autorités doivent assumer les responsabilités, parce qu'un affrontement où étaient nos forces de sécurité ou bien nos forces de l'ordre, il fallait intervenir vite pour parer à ce drame-là. C'est regrettable quand même. C'est regrettable. Je crois qu'on doit faire en sorte que ce genre de situation ne se répète pas. Mais il faut le rappeler, ce n'est pas la première fois qu'il y a ces affrontements. Et c'est regrettable. Maman Sissé? Oui, je confirme, ce n'est pas la première fois. Lui et moi, on a l'habitude de traiter, parce que qu'on le veut ou pas, il y a des responsables de groupes armés qui sont derrière cette affaire. Parce que à chaque fois qu'il y a conflit entre Dossag et Peul, Talog, c'est-à-dire, vous voyez toujours, c'est un responsable d'un groupe armé qui informe les gens, et qui prend position et qui pense que les Peuls qui sont dans cette zone sont des étrangers. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui devait pousser aujourd'hui l'État à réoccuper son terrain, à permettre à l'armée, par exemple à la gendarmerie, d'être sur le terrain, parce qu'on sait qu'il partit de l'armée et à Ménaka. Maintenant, il faut étendre la puissance de l'armée au niveau des zones frontalières pour permettre aux communautés d'abord de vivre ensemble, aux communautés de s'accepter et d'imposer l'ordre. Malheureusement, ces conflits qui durent depuis des mois, et frappé du sceau des autres questions, par exemple la question de la mise en œuvre de l'accord. On ne parle pas de ce conflit, alors que ce conflit, il est vraiment latent et c'est en train de briser le tissu social au niveau de cette zone frontalière. Et je pense qu'il est temps pour l'État aujourd'hui, et surtout la communauté internationale, la MINUSMA qui est sur place, et d'aider l'État aujourd'hui à imposer sa suprématie dans la zone pour que chacun au moins puisse vivre en paix. Boubacar Paintao de l'Indépendant. Bon, là-dessus, ce que je peux dire, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable que à cette phase de la crise malienne, que des communautés s'affrontent avec un bilan lourd. Mais la question, ça remet en cause encore la mise en œuvre, le retard dans la mise en œuvre de l'accord. Moi, je trouve qu'il est impératif qu'on aille dans la mise en œuvre de l'accord, avec le cantonnement de tous les groupes armés. C'est-à-dire que comme ça, on saura qui doit porter les armes et qui ne doit pas porter les armes. Je crois que ça va régler beaucoup de questions pour éviter des situations de ce genre. Autre fait grave, avant d'en arriver à ces faits, je crois que nous allons nous rendre à Tombouctou et à Tandina. Alors, cette situation à Ménaka, dans la région de Ménaka, où deux communautés sont affrontées avec un bilan quand même un peu plus lourd, puisqu'on parle d'une centaine de morts, comment est-ce que vous l'appréciez là-bas à Tombouctou? Oui, comme on dit, c'est vraiment regrettable à ce stade qu'on sache que réellement on est dans une logique de paix et qui se passe. Mais tout ça, en réalité, comme on le dit, moi je soutiens l'avis de Ahmed Sissé qui, effectivement, c'est-à-dire l'absence de l'État fait en sorte que les populations sont laissées à elles-mêmes. Ensuite, les leaders de la rébellion ou autres mouvements, quand même, c'est le moment de régler leur compte. Alors, souvent, on pousse les populations à se venger
et donc ce qui crée des situations de ce genre. Moi, je crois que d'abord, non seulement l'État doit pouvoir prendre place dans toutes ces localités, se faire entendre et pour pouvoir engager des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre aux communautés qu'elles sont condamnées à vivre ensemble. Effectivement, si nous ne faisons pas attention, c'est vrai, on a vu déjà des premiers cas, mais cela risque de se répéter aussi, même actuellement à Kidal. C'est vrai, il y a une cohabitation, mais une cohabitation très légère. Et ce qui se passe également dans certaines localités comme à Ber, où nous avons des Arabes, des Touaregs, mais si jamais l'État ne parvient pas à s'installer vite, c'est que la campagne de sensibilisation puisse continuer. Je crois que c'est des communautés qui vont aussi s'affronter parce qu'il y aura toujours des règlements de compte. C'est toi qui avais fait ça, c'est toi qui avais fait ça. Qu'on arrête tout ça et qu'on essaie de voir la même direction, sinon c'est la risque de toucher tous les pays d'ailleurs. Alors, deux faits, on a abordé les affrontements. Un autre fait grave qu'on a reçu cette semaine, c'est donc 2 gendarmes blessés au cours de l'attaque d'un poste de la gendarmerie de la commune de Kémassina dans la région de Ségou. La menace terroriste reste donc toujours d'actualité. Elle est toujours une réalité au centre et au sud du pays. Abdoulaye Diakité. Sur la question, on doit toujours maintenir la garde. Hein. C'est vrai que nous sommes dans une dynamique de paix de plus en plus, mais les terroristes ne sont pas dans cet agenda-là. Et ça va de soi que nos forces de l'ordre puissent maintenir la garde. Et Massina, c'est un peu proche du foyer du terrorisme. Et il faut vraiment renforcer la vigilance. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'imagine mal, je n'arrive pas à comprendre comment nos forces de l'ordre se laissent surprendre par ces terroristes. Parce que quand tu évolues dans un foyer de criminalité, tu dois vraiment renforcer ta vigilance, renforcer tes moyens, être vigilant et ne pas se laisser surprendre. Mais chaque fois, on apprend que voilà, tel poste a été attaqué, les forces ont été surprises dans leur sommet, Bon, il faut que, à ce niveau, que nos forces de l'ordre puissent se ressaisir et maintenir la garde. C'est pas toujours à finir, hein? C'est pas toujours fini. Et il y a toujours les terroristes, ils ont toujours eu une capacité de nuisance, même si on est en train de les affaiblir de plus en plus. Maman Sissé. Moi, je pense que ce qui se passe d'abord à Massina, est le prolongement de ce qui s'est passé dans la zone inondée de la région de Mopti, c'est-à-dire Tenenkou, Youarou et autres. C'est-à-dire, quand vous voyez des villages de ces zones, les gens fuient tous les jours à cause de la pression des terroristes. Et vous voyez ces endroits, même l'État, les représentants de l'État, résignent à servir dans ces endroits. Et si vous voyez, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques mois, on parle du nombre de personnes, du nombre de maires, préfets et autres qui ont abandonné le poste à cause de l'insécurité. Mais il y a une autre analyse à ce niveau parce que j'ai l'impression que l'État veut accentuer ses efforts vers le nord, alors que les terroristes aujourd'hui, ils sont en train de prospérer dans le centre du pays et ils savent là où, comme l'a dit Abdoulaye Diakité, il y a des faiblesses et des légèretés au niveau de nos forces. Vous voyez, quand les gens ils attaquent un poste de gendarmerie, ils brûlent le matériel de garde, véhicules et autres. Cela veut dire qu'ils savent qu'il n'y aura pas une résistance. Et ce qu'il faut éviter, ils ne partent jamais dans des endroits où ils peuvent être défaits. Donc, à ce niveau, moi, je pense que l'occupation ou la réoccupation du terrain devrait être le cheval de bataille du pouvoir en place. Malheureusement, on a l'impression qu'on n'est pas dans cette lancée et tout reste à faire. Et je ne sais pas là où on veut fournir, on va faire les efforts. Parce que quand on nous dit qu'il y a un plan de sécurité élaboré pour des zones déjà occupées, moi j'ai du mal à comprendre qu'on puisse tuer chaque fois des gendarmes comme des civils. C'est vraiment déplorable. Boubacar Paintao. Bon, c'est toujours regrettable, hein? Mais la lecture que moi je fais de cette attaque-là,
c'est que la nature a horreur du vide. Mes deux confrères soulignent le fait qu'il faut la présence de l'État. Vous savez que la présence de l'État est conditionnée à la mise en œuvre de l'accord. Parce que sans qu'on ne parte pas dans la mise en œuvre de l'accord, je crois que l'État ne peut pas revenir dans ces zones-là. Vous voyez que généralement, c'est regrettable. Hein? L'État est présent, mais de façon symbolique, si je peux le dire ainsi. Vous voyez qu'il y a quelques gendarmes, certainement quelques gardes, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Maintenant, pour que le retour de l'État soit effectif, il faut mettre en œuvre l'accord, qui doit commencer par les cantonnements. Parce qu'il faut savoir qui doit porter les armes, qui ne doit pas porter les armes. Ça, c'est extrêmement important. Il y a donc urgence. Voilà. Il y a urgence de mettre en œuvre, de passer à la mise en œuvre de l'accord à travers le cantonnement de ces groupes armés. Et Yaya Tandina à Tombouctou, vous l'avez suivi, des gendarmes blessés au cours de l'attaque d'un poste de la gendarmerie de la commune de Kémassina. C'est la preuve qu'il faut toujours mener la lutte et avec certainement beaucoup plus de force contre le terrorisme. Oui, effectivement, vous savez d'abord que ces mouvements djihadistes, c'est des grands stratèges, ensuite ils sont très mobiles. Et quand vous les attendez au sud ou au centre, c'est bien au nord. Quand vous les attendez au nord, ils partent ailleurs. Donc, pour vous dire qu'encore une fois de plus, que les stigmates du 5 février passé ici à Tombouctou, c'était la même chose, malgré la présence de toutes les forces, Barkhane, MINUSMA, FAMA. Mais ils ont pu s'infiltrer et puis faire exploser un véhicule. Donc, je crois que nous devrons d'abord non seulement au sein de l'armée malienne bâtir cette campagne de faire cette sensibilisation afin de comprendre que ce n'est plus l'heure de la distraction et on devrait rester 100% concentré, même au sommet. Ça, c'est un. Même dans le sommet du monstre. Donc, ça, c'est un premier aspect. Ensuite, les zones aussi qui n'ont pas été touchées, qu'elles sachent qu'à tout moment, ils peuvent avoir des réactions de ces terroristes. Et ceci étant, je crois que nous sommes tous alertés, nous le Mali d'une façon générale, sinon même la sous-région, le monde entier. Donc, eux-mêmes, ils ne connaissent pas les frontières, ils disent que le territoire ça appartient à eux, donc ils partent là où ils veulent. Donc, en réalité, il n'y a pas de frontière, dire que c'est un problème du nord ou un problème du centre, non. De tout le pays, on doit prendre des dispositions partout, et les forces de l'ordre doivent être concentrées, et les populations aussi doivent beaucoup contribuer en fournissant des informations. Et surtout quand on sait que déjà que ces gens sont parmi nous, ils sont de nous, et généralement ce sont ceux qui font des actes comme ça qui sont surprenants, mais généralement c'est leur stratégie. Alors, juste en 30 secondes, la méningite, la maladie fait parler d'elle cette semaine en tuant 6 enfants dans la commune de Wélé-Sébougou. La riposte semble bien être à la hauteur, n'est-ce pas, Abladjekti? Oui, parce que 30 secondes. Oui, je crois que les autorités ont vite compris qu'il fallait vigoureusement combattre cette maladie. Et je crois qu'il y a une campagne qui a été déjà déclenchée. Ce matin, je voyais des agents de santé dans les rues de mon quartier là-bas. Donc, on peut s'en réjouir. Maman Sissé? Oui, c'est quand même une bonne nouvelle, la promptitude à laquelle les autorités traitent la question. Boubacar Paintao. Bon, j'ai été très réjoui lorsque j'ai vu le ministre qui s'est déplacé en personne pour aller vraiment visiter les lieux. Ça veut dire que le gouvernement a pris la mesure qu'il faut. Voilà. Donc, bravo. Et pour conclure, Yaya Tandina à Tombouctou. Oui, c'est-à-dire tout le monde a salué l'action du gouvernement, le fait que déjà le gouvernement a pris le devant et les populations sont psychologiquement prêtes à faire face à travers des moyens préventifs. Parce qu'il faut être à l'appui de tout le monde. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève le forum de la presse de ce dimanche. Nous avions donc 4 invités. Nous avions en ligne depuis Tombouctou Yaya Tandina, il est journaliste. Dans ce studio, Abla Diakité qui est de Malijet, Maman Sissé du groupe Presse Renouveau et Boubacar Paintao du journal L'Indépendant était également là. Réalisation Ayoubasso, mise en onde Gagné Kanté, régie vidéo Peting Djara à la présentation Seydou Fomba. On va se retrouver la semaine prochaine. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauli. Chenni Beri.